Bon matin, comme Pierre-Carl l'a dit, je suis professeur ici à HEC Montréal au département de finances. C'est quand même récent, ça fait 3 ans que je suis ici. Donc, j'ai fini mon doctorat aux États-Unis. Je suis revenu à la maison, comme on dit, puis je travaille ici depuis. Depuis l'automne, j'enseigne un cours en finances personnelles au bac. Donc, HEC n'avait pas de cours de finances personnelles au bac. Je me suis dit, puisque je fais de la recherche en finances personnelles, ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir si les étudiants de bac comprennent et savent un petit peu travailler avec ces outils-là. Puis ce que je me rends compte en l'enseignant une fois, c'est que les étudiants, il y a beaucoup de concepts qu'ils ne connaissent pas, mais une fois qu'on leur en parle, qu'on leur explique, ils comprennent très vite les rouages, puis ils comprennent très vite comment utiliser ces outils-là. Donc on parle de carte de crédit, d'assurance et d'épargne, de prêts REER, de REER, de CELI, etc. Donc ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est parler d'un papier sur lequel Pierre-Carl Michaud, Martin Boyer et moi-même avons travaillé. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une enquête web auprès de répondants à la fois québécois et ontariens pour savoir, si on vous parle de REER et de CELI, est-ce que vous êtes capable de faire le choix de cotisation optimal? Est-ce que vous êtes capable de dire où est-ce que je devrais mettre mes dollars? Est-ce que je devrais mettre mes dollars dans un CELI ou dans un REER, puis le faire de façon à maximiser l'argent qu'on peut en retirer en fin de compte. Martin, c'est un professeur au département de finances comme moi, c'est un de nos collègues. Il n'est pas là aujourd'hui, mais voilà. Donc, pour parler de tout ça, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a 2 grands types de comptes d'épargne à l'abri de l'impôt qui sont disponibles aux Québécois ou aux Canadiens. Puis, on va essayer de voir, qu'est-ce qu'on peut apprendre aux gens sur ces comptes-là, puis qu'est-ce que les gens sont capables d'en retirer, de l'apprentissage qu'on leur donne, puis est-ce qu'ils sont capables ultimement de mettre à l'œuvre cet apprentissage-là. Donc, si on parle un petit peu de ces 2 comptes-là, juste pour être sûr que tout le monde, on est sur la même longueur d'onde, donc, si on commence avec le REER, c'est quoi la spécificité du REER? Le REER, il me permet de prendre mes dollars avant impôt, de les cotiser dans un REER, et donc d'épargner en impôt. Donc, je réduis mon salaire net en cotisant à mon REER. Une fois que mon argent est dans le compte REER, je fais des rendements qui, eux, fructifient à l'abri de l'impôt. Puis, la journée où je veux retirer de l'argent du REER, là, je paie de l'impôt sur mes retraits, comme si c'était du revenu d'emploi. Notre premier compte d'épargne à l'abri de l'impôt. Le deuxième compte qui s'offre, c'est le CELI. Le CELI, lui, ce qu'il dit, c'est on prend l'argent après avoir payé l'impôt. Donc, j'ai déjà payé peut-être le 50% marginal que je dois au gouvernement sur cet argent-là. Je prends cet argent-là, je le mets dans mon compte CELI, je fais des rendements qui, eux, fructifient à l'abri de l'impôt. Puis la journée où je veux retirer mon argent, je ne paie pas d'impôt parce que j'ai déjà payé l'impôt la journée où j'ai cotisé mon argent dans mon CELI. Donc, essentiellement, c'est de savoir à quel moment est-ce que je paie l'impôt sur mes dollars. Est-ce que je paie de l'impôt au moment où je cotise, comme dans le cas du CELI, ou est-ce que je paie l'impôt au moment où je retire l'argent, comme dans le cas du REER. Donc, ce qu'on va essayer de savoir, c'est, on va essayer d'enseigner cela aux gens, de voir est-ce qu'ils connaissent ou ils ne connaissent pas ces principes-là, puis est-ce qu'ils sont capables, une fois qu'on leur a expliqué les principes, de les mettre à l'œuvre, puis d'essayer de faire le choix optimal entre ces 2 comptes-là. Donc, c'est quand même important comme question parce qu'au Canada, il y a environ 100 milliards de dollars en cotisations annuelles qui se fait dans ces 2 comptes-là. Grosso modo, 40% des cotisations sont faites dans les comptes REER, 60% sont faits dans les comptes CELI. Donc, on parle de beaucoup d'argent. Donc, s'il y a des erreurs potentielles, ça serait intéressant de les capturer puis d'arriver à changer le comportement des gens pour s'assurer que ces gros montants-là se fassent de façon optimale, ces cotisations-là soient optimales. Donc, la question, c'est quel est le véhicule de contribution qui est optimal pour un consommateur? Puis, rapidement, on va se rendre compte, c'est vraiment le taux marginal d'imposition qui va devenir un facteur clé. Donc, savoir quel est le taux marginal d'imposition aujourd'hui et quel est le taux marginal d'imposition lorsque je vais retirer mon argent, ça me permettra de décider, grosso modo, quel des 2 véhicules est optimal. Je vous donne un exemple. Il y a peut-être des planificateurs financiers dans la salle. La plupart d'entre vous savez peut-être déjà ceci, mais dans un monde où le taux marginal est le même au moment où je contribue, soit au REER ou au CELI, et au moment où je retire l'argent,
du REER ou du CELI, ces deux produits-là sont identiques. C'est-à-dire qu'ils produisent les mêmes flux monétaires. On peut se faire un exemple tout simple. Disons qu'on prend un taux marginal d'imposition de 50 %, un taux de rendement annuel de 3 %, disons une durée de 35 ans pour l'investissement dans le portefeuille. Bien, si je regarde la situation du REER, bien, disons que je cotise 2 000 $ à mon REER. Je cotise 2 000 $ à mon REER. Ça me permet d'épargner 1 000 $ en impôts. Donc, le vrai coût de cotiser mon 2 000 $ au REER, c'est 1 000 $ que je sors de mes poches. Parce qu'on sait que je vais avoir un retour d'impôt de 1 000 $, puisque j'ai un taux marginal d'imposition de 50 %. Bien, sur ce 2 000 $-là, si je fais du rendement de 3 % pendant 35 ans, je vais faire 3 627 $ de rendement. 3 627 $ de rendement plus le 2 000 $ dans le compte. La journée où je veux retirer cet argent-là du REER, je paie 50 % de taux marginal d'imposition au gouvernement. Donc, je sors avec 2 813 $ dans mes poches. Vous me suivez jusque-là? Si je veux comparer au CELI, bien, je dois comparer au coût de cotisation. Donc, je dois me mettre à coût de cotisation égal. Donc, pour être fair, ce que je dois faire, c'est dire, bien, le 2 000 $ que j'ai cotisé dans mon REER, il m'a vraiment coûté 1 000 $. Dans mon CELI, pour comparer, je vais cotiser 1 000 $. C'est le coût que ça m'avait coûté dans le REER. Sur ce 1 000 $-là, 3 % d'intérêt pendant 35 ans, je vais faire 1 813 $ de rendement. La magie du CELI, c'est que cet argent-là, je peux le retirer sans payer d'impôt parce que l'impôt a déjà été payé avant que je cotise au compte. Je fais le calcul, 1000 plus 1813, ça me donne le même 2813 $. Donc, à taux marginal d'imposition égal, le REER et le CELI, c'est deux produits équivalents. Ça produit exactement les mêmes flux monétaires. Par contre, si je veux savoir lequel des deux produits serait optimal, toutes choses étant égales par ailleurs, on oublie un petit peu les spécificités des produits, les plafonds de contribution. Disons que j'ai assez de place pour contribuer dans les deux produits. Bien, c'est vraiment le taux marginal d'imposition au moment du retrait et de la cotisation qui va devenir déterminant. C'est-à-dire, moi, je veux cotiser dans un REER quand mon taux marginal d'imposition aujourd'hui est élevé. Je vais aller chercher mon retour d'impôt dû à ma contribution au REER. Donc, quand le taux marginal d'imposition lors de la cotisation va être plus élevé que lors du retrait, je vais favoriser le REER. Inversement, si je m'attends à avoir un taux marginal d'imposition plus élevé quand je vais faire les retraits du compte, bien, je vais préférer le CELI. Je vais préférer aujourd'hui payer de l'impôt à un taux marginal d'imposition plus faible, cotiser à mon CELI, puis retirer l'argent lorsque j'aurai un taux marginal d'imposition plus élevé. Vous me suivez jusque-là? Donc, ça fait du sens. C'est peut-être quelque chose que vous saviez déjà. Ce qui est intéressant, c'est que pour nous, des économistes, on peut mettre ça aussi dans nos modèles théoriques. Donc, si on reprend nos modèles d'économie, où on a des fonctions d'utilité, les gens aiment l'argent, on remet toutes ces variables-là dans notre modèle, on dérive nos équations, bien, on se trouve avec le même résultat. Dans notre monde d'économie, on dit que c'est une situation bang-bang. Si le taux marginal d'imposition aujourd'hui est plus élevé, je préfère investir dans le REER. Si le taux marginal d'imposition sera plus élevé dans le futur, je préfère investir dans le CELI. Donc, c'est cohérent avec nos notions économiques. Puis, ça nous permet de dériver ces équations-là, dont on se sert dans le papier, mais dont je vais essayer de ne pas parler trop aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas nécessaires à la compréhension de notre étude. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais donc c'est quoi le problème avec ce concept-là? Bien, c'est de savoir c'est quoi le fameux taux marginal d'imposition. Premièrement, bon, est-ce que je suis capable de savoir c'est quoi mon taux marginal d'imposition aujourd'hui? Puis, est-ce que je suis capable de savoir ça sera quoi mon taux marginal d'imposition au moment du retrait, qui sera peut-être dans 15, 25, 30 ans? Puis, ce qui est difficile avec ça, c'est que les taux marginaux d'imposition ne sont pas si simples que ça à calculer. Donc, vous le savez peut-être, il y a des crédits, il y a différents mécanismes de récupération fiscale qui font en sorte que si on sort, selon un de nos logiciels qui nous permet d'estimer les taux marginaux d'imposition, si je regarde selon les brackets de salaire,
quels sont les différents taux marginaux d'imposition, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fluctuations. Puis ces fluctuations-là que vous voyez ici sont dues à différents crédits d'impôt qui sont disponibles et à différents mécanismes de récupération fiscale qui peuvent être, qui peuvent arriver lorsque les gens retirent de l'argent lorsqu'ils sont plus vieux. Donc, en particulier, dans ce papier-ci, dans cette étude-ci, les choses sur lesquelles on va focusser un petit peu plus, c'est le supplément de revenu garanti puis la pension de la sécurité de la vieillesse. Hein, c'est deux types d'argent que les gens peuvent retirer lorsqu'ils sont plus vieux, qui sont assujettis à cette récupération fiscale-là. Donc, vous en avez peut-être entendu parler dans le récent budget. Si vous avez suivi ça, on veut augmenter la limite de revenus de salaire, de revenus de travail que les gens peuvent recevoir avant qu'on leur coupe, disons, leur supplément de revenu garanti. Donc, on essaie de passer ça de 3 500 à 500 $, mais ça, c'est une mesure qui touche exactement la récupération fiscale dont on parle aujourd'hui. Mais notre récupération fiscale, ça ne sera pas sur du revenu de salaire, ça va être sur du revenu d'investissement. Donc, un petit peu différent, mais c'est le même principe de base si vous avez suivi un petit peu les nouvelles ces dernières semaines. Donc, les taux marginaux d'imposition ne sont pas si faciles que ça à comprendre, ne sont pas si faciles que ça à calculer. Puis, les erreurs potentielles peuvent être quand même très larges. Donc, ici, je vous montre, il n'y a pas de secret, on parle de rendement dans le temps, donc c'est exponentiel. Donc, plus on se trompe entre le REER et le CELI, plus on vient capturer un différentiel en taux de rendement qu'on perd. On multiplie ça sur 35 ans, on se rend compte que rapidement, si je ne fais pas le bon choix, parce que le taux marginal d'imposition était soit plus élevé ou plus bas que ce que j'avais escompté, bien, je vais me retrouver avec des erreurs qui peuvent être quand même très coûteuses. Donc, la première règle est toute simple. On se dit, quel est le taux marginal d'imposition? S'il est plus élevé aujourd'hui, je préfère cotiser dans mon REER. S'il est plus élevé lorsque je vais retirer mon argent, je préfère le CELI. Il se trouve que nous, dans nos modèles économiques, il y a peut-être également un rôle pour les préférences des gens. Donc, certaines personnes préfèrent avoir de l'argent aujourd'hui pour consommer rapidement leurs biens. Certaines personnes sont plus patientes puis peuvent recevoir de l'argent dans le temps graduellement, puis ça va les rendre tout aussi heureux. Bien, on se rend compte que si les gens ne pensent pas aux problèmes du REER et du CELI de la bonne façon, il se pourrait que ces préférences-là intertemporelles, préférences pour de l'argent aujourd'hui plutôt que demain, jouent un rôle dans cette équation-là. En particulier, il y a des études aux États-Unis qui montrent que si on change le système, disons d'un système de type REER, dans lequel je paie l'argent, je paie l'impôt aujourd'hui, vers un système de type CELI, dans lequel je vais payer de l'impôt plus tard, les gens vont cotiser grosso modo le même montant. Donc là, vous vous souvenez que moi, quand j'ai commencé mon exemple, j'ai dit, si on veut comparer le REER au CELI, on va comparer 2 000 $ cotisés à un REER qui en coûte 1 000 à 1 000 $ dans un CELI. Mais là, si les gens ils se disent, je vais cotiser 2 000 $ à mon REER, 2 000 $ à mon CELI, bien là, on est dans un autre monde. Les gens, ils ne comparent plus des pommes avec des pommes, disons, ils comparent des montants différents. Puis, il se trouve qu'il y a un petit peu d'évidence que les gens pensent dans ce sens-là. Si les gens ils pensent effectivement comme ça, ce qu'on montre dans le modèle, encore une fois en théorie, c'est qu'il peut y avoir un rôle pour les préférences intertemporelles des gens. Et c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer en détail ici dans ces équations-là, mais vous comprendrez qu'on peut aller mesurer l'aversion au risque, les préférences intertemporelles de nos répondants, puis de mettre ça dans notre analyse pour se dire, bien, au final, est-ce que oui ou non, ces préférences-là jouent effectivement un rôle. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, ce qu'on montre en dérivant nos équations, là, c'est que le REER sera un bon choix quand l'épargnant est plus impatient et quand l'épargnant a une tolérance au risque légèrement plus élevée. Donc, une fois qu'on a ça, bien, on se dit, maintenant, il y a peut-être 2 règles possibles selon lesquelles les gens pensent à leur choix de cotisation optimale. Une règle de base, c'est de se dire le taux marginal d'imposition. Puis la deuxième règle serait de dire, bien, en plus du taux marginal d'imposition, il faut prendre en compte les préférences de nos répondants. Donc, ce qu'on va faire dans l'analyse, c'est qu'on va utiliser ces 2 types de règles-là, puis on va aller voir, bon,
en utilisant une règle d'optimalité ou une autre, est-ce qu'on arrive aux mêmes conclusions ou pas? Puis ce qu'on va trouver, c'est qu'essentiellement, on arrive aux mêmes conclusions, mais au moins, on sera capable de vérifier dans les deux cas pour s'assurer qu'on capture la façon dont les gens pensent à ce problème-là de façon adéquate. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre projet? Là, je vous ai expliqué un petit peu la mise en situation. Bien, nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est fournir une éducation à nos répondants, à notre sondage, leur enseigner comment ça fonctionne le REER, le CELI, leur enseigner qu'il y a peut-être des récupérations fiscales qui pourraient se produire dans le cas où ils épargnent dans leur REER, puis se rendre compte finalement, bon, qu'est-ce que les gens y apprennent de tout ça. Donc, on veut fournir une brève éducation financière aux participants. Je vous expliquerai un petit peu comment on attribue cette éducation-là financière dans quelques minutes. Puis, essentiellement, ce qu'on va dire, c'est on va passer une vidéo aux répondants, je vais vous le montrer en quelques minutes, où on va définir le REER et le CELI. Voici comment ça fonctionne, voici le moment auquel vous payez de l'impôt dans chacun des cas. Puis, on va passer à une deuxième vidéo qui va dire, bien, mais faites attention aux récupérations fiscales qui pourraient se produire dans ces situations-ci. Une fois qu'on aura passé notre éducation financière aux gens, on va vouloir mesurer la réponse des individus selon essentiellement deux lignes. Est-ce qu'effectivement, nos répondants comprennent maintenant ce qu'est un REER, ce qui est un CELI? Puis deuxièmement, si on les met dans une situation où on leur dit, voilà, vous avez 1 000 $ à investir, voici votre situation, revenu d'emploi aujourd'hui, revenu d'emploi futur, et tous les détails dont vous avez besoin, est-ce qu'ils sont capables de faire le choix optimal, de cotiser ce 1 000 $-là dans le bon compte? Donc, c'est essentiellement ce qu'on veut mesurer dans notre étude. Donc, pour réaliser cette étude-là, ce qu'on a fait, on a fait appel à un panel de répondants par la compagnie Asking Canadians. On a environ 3005 répondants qui sont au Québec et en Ontario. Et leur âge sont de 35 à 55 ans. Donc, on voulait aller chercher la population qui est en âge de cotiser à ces produits-là. Donc, on focus sur cette classe d'âge-là. Puis là, avant de faire notre expérience avec eux, de leur renseigner comment le REER et le CELI fonctionnent, on va leur demander une foule de questions, donc sur leurs finances personnelles, leurs revenus d'emploi, leur consommation, bon, est-ce qu'ils ont une hypothèque, etc., pour vraiment bâtir un profil pour ces gens-là. Puis en même temps, pour nous, plus tard, calculer quel serait effectivement le choix optimal entre le REER et le CELI. Étant donné le revenu d'emploi que vous nous avez donné, votre situation familiale, etc., on est capable d'aller calculer les taux marginaux d'imposition implicites à ces gens-là. On leur pose des questions de littératie financière. Est-ce que vous comprenez l'inflation? Est-ce que vous comprenez les rendements, le marché boursier? C'est des questions qui sont assez standards dans la littérature et des caractéristiques socio-démographiques. Une fois qu'on a fait ça, on leur passe un petit test qui nous permet, nous, d'éliciter leurs préférences intertemporelles et d'aversion au risque, comme je vous ai mentionné un petit peu déjà. Donc, si vous êtes planificateur financier, vous avez déjà travaillé avec des gens, pensez un petit peu aux tests que vous passez aux gens pour savoir quelle est leur aversion au risque, leur appétit pour le risque. Bien, il existe des façons sophistiquées, économiques de faire ça. C'est essentiellement des choix de loterie. Est-ce que vous aimez mieux une loterie un petit peu plus risquée, un petit peu moins risquée? En posant suffisamment de questions aux gens, aimez-vous mieux de l'argent aujourd'hui, demain, on est capable d'aller cerner leurs préférences pour le risque et leurs préférences intertemporelles. Puis au final, on va utiliser ça dans notre analyse pour complémenter toutes ces informations-là sociodémographiques qu'on a récoltées sur eux. Donc, voici comment on va passer notre éducation financière. Pour avoir une bonne étude, il faut que je m'assure que je compare des gens qui ont été choisis de façon aléatoire. C'est-à-dire que si je vous prenais tous dans la salle aujourd'hui, bien, ce que je voudrais faire idéalement, c'est de façon aléatoire, donner une éducation financière à certains d'entre vous, ne pas la donner à certains autres, et ensuite de ça, comparer les réponses des gens qui ont reçu l'éducation financière avec les gens qui ne l'ont pas reçue. Donc, si je veux mesurer l'effet de mon éducation financière, je dois la donner de façon aléatoire aux gens, un petit peu là, comme on ferait dans le contexte médical. On veut donner le placebo de façon aléatoire à certaines personnes ou donner le médicament. C'est exactement le même principe, c'est un principe qui est assez vieux en économie. Donc, on va avoir un groupe de contrôle.
on a 3005 répondants. 3005 répondants, disons qu'on en prend le tiers, disons 1000 répondants, qui, eux, n'auront aucune information. Donc, ils n'auront pas de vidéo d'éducation financière. Ils vont avoir simplement leur connaissance de base. On va prendre un autre 1000 personnes, puis on va leur donner un premier vidéo, que je vous montre dans une minute, qui explique simplement la différence entre un REER et un CELI. Ces gens-là, on va les appeler les gens dans le tax arm, donc les gens qui ont simplement cette notion-là qu'on leur a donnée de quand est-ce que vous payez l'impôt dans chacun des deux cas. Puis finalement, on va avoir un autre groupe de 1000 personnes qui, eux, vont avoir à la fois la vidéo de base qui définit le REER et le CELI et une vidéo supplémentaire qui dit, bien, faites attention à la récupération fiscale. Dans certains cas, ça pourrait vous toucher. Donc, je vous présente ces vidéos-là, puis on peut en discuter, après. Devriez-vous économiser dans un REER ou dans un CELI? Comme son nom l'indique, le régime enregistré d'épargne retraite a été conçu pour la retraite. Vous pouvez y déposer jusqu'à 18 % de votre revenu chaque année. Votre cotisation est déductible, ce qui vous procure une économie d'impôt immédiate. Puis, votre épargne prospère entièrement à l'abri de l'impôt jusqu'à ce que vous la retiriez. À ce moment, vos retraits seront imposés. Le CELI, ou compte d'épargne libre d'impôt, fonctionne différemment. Vous pouvez y déposer jusqu'à 5 500 $ par année. Attention, ici, pas de déduction d'impôt. En contrepartie, vos retraits ne sont pas imposables non plus. Votre épargne prospère donc à l'abri du fisc et vous pouvez faire des retraits quand vous le voulez sans vous soucier de l'impôt. Pour choisir, il faut donc vous demander ce que vous compterez faire de votre épargne et à quel moment. Mais vous devez aussi tenir compte de votre taux d'imposition, car avec un REER, c'est lui qui déterminera votre économie d'impôt immédiate et l'impôt que vous paierez au retrait. Donc, vous voyez, c'est une vidéo qui est quand même simple, mais qui explique de façon assez claire, je pense, les particularités de ces deux produits-là. Donc, ça, c'est le premier vidéo. 1000 personnes ont vu seulement ce vidéo-là. Puis, les 1000 autres personnes dans notre traitement, ils ont vu ce vidéo-là en plus du vidéo suivant que je vous présente à l'instant. À partir de 65 ans, vous pourriez avoir droit à des prestations pour aînés, telles que la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Il est donc important de comprendre que selon vos revenus totaux à la retraite, une hausse des retraits d'un REER pourrait faire diminuer ou même disparaître vos prestations de SRG et de PSV. Par contre, une hausse des retraits d'un CELI laissera vos prestations de SRG et de PSV inchangées. Donc, ici, vous voyez bien que le focus, c'est d'essayer d'attirer l'attention des gens sur le fait, si vous investissez dans votre REER, quand vous allez sortir l'argent du REER, c'est vrai que vous allez payer votre taux marginal d'imposition. Vous pouvez vous faire une idée de ce que sera ce taux-là, mais en plus, vous allez peut-être perdre votre pension de la sécurité de la vieillesse, du moins en partie. Donc ici, c'est vraiment une vidéo pour attirer les gens sur ce processus-là de récupération fiscale qui nous intéresse. Donc, une fois qu'on a nos trois groupes, bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire, bien, les gens qui n'ont reçu aucune intervention, qu'est-ce qu'ils savent des REER et des CELI? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire comme choix? Ça, c'est des gens qui ont été choisis aléatoirement. Donc, en principe, c'est une bonne représentation de la population. Puis, on va les comparer avec des gens qui ont reçu seulement le vidéo qui explique les REER et le CELI. Comment est-ce qu'ils sont capables de travailler, qu'est-ce qu'ils connaissent sur ces produits-là, quels sont les choix de cotisation optimales qu'ils font. Puis on va les comparer, en plus, à ces gens-là qui ont vu à la fois le vidéo sur le REER et le CELI et la vidéo sur la récupération fiscale. Une fois qu'on met ça dans nos modèles statistiques, on va être capable de dire, bien, quel est l'effet d'avoir reçu cette intervention-là éducative, puis est-ce qu'on pense que c'est une bonne idée? Donc, est-ce qu'on pense que, étant donné les coûts d'implémenter ce genre de programme-là, est-ce qu'on pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien? Alors voilà, la première chose que je vous montre, c'est un questionnaire qu'on leur a passé, simplement en leur demandant des questions de base sur les REER et les CELI. Donc, je vous présente rapidement les questions. C'est des questions, somme toute, assez simples, là. On leur pose 5 questions,
Dans chacun des cas, ils peuvent nous répondre soit c'est seulement le REER, soit c'est seulement le CELI, soit c'est à la fois le REER et le CELI, ou soit c'est aucun des deux comptes. Donc, on leur demande des choses comme est-ce que les cotisations versées à un REER ou à un CELI sont déductibles du revenu imposable? Donc là, si vous avez vu la vidéo, vous avez porté attention, vous devriez le savoir. On demande est-ce que l'argent retiré d'un REER ou d'un CELI, maintenant, est soumis à de l'impôt sur le revenu dans l'année en cours. On leur demande est-ce que l'argent investi dans un REER ou dans un CELI fructifie à l'abri de l'impôt, oui ou non? Ces trois premières questions-là, si vous avez vu la première vidéo, on vous l'a enseigné. C'était assez clair la façon qu'on l'a présenté. Puis là, on pose deux questions qui sont un petit peu plus difficiles à répondre, des questions auxquelles on n'a pas donné la réponse dans la vidéo qu'on a présentée aux gens, pour savoir, bon, qui connaît quelque chose de plus que ce qu'on leur a enseigné. Donc, on leur demande, en fait, est-ce qu'il y a une pénalité si vous retirez de l'argent du REER? Puis, est-ce que le fait de retirer de l'argent de ces produits-là vous permet d'augmenter votre limite de contribution, de cotisation dans les années futures? Donc, voici un tableau typique dans notre papier. J'ai les 5 questions ici que je viens de vous présenter. J'ai un groupe de contrôle en bas, hein, Control Average. Ça, c'est dans mon groupe qui n'a pas reçu le vidéo, en moyenne, combien de gens ont la bonne réponse à la question. Puis, je compare ça ensuite aux groupes qui ont vu simplement le vidéo REER CELI, c'est ce qu'on appelle le tax arm, puis aux gens qui ont vu à la fois le vidéo REER CELI et qui ont vu le vidéo additionnel sur la récupération fiscale. Ce qu'on voit, si on regarde juste le control average, donc les gens qui n'ont pas vu aucune vidéo, c'est que c'est presque comme si c'était un choix aléatoire pour eux. C'est presque comme prendre un 25 sous puis le tirer à pile ou face pour répondre aux questions. Donc, on a des moyennes de réponse, des taux de bonne réponse entre, disons, 65 et 20 %. Une fois qu'ils ont vu la vidéo sur le REER CELI, on augmente la proportion des gens qui ont la bonne réponse d'environ 15 points de pourcentage. Finalement, ceux qui ont vu la slide additionnelle, on augmente leur taux de bonne réponse de 14 points de pourcentage. Donc, le premier check de dire si vous avez vu la vidéo, est-ce que j'améliore votre compréhension, il semble qu'on le passe. Puis en plus, bien, les deux dernières questions que vous voyez ici, qu'on n'avait pas enseignées, bien, il n'y a personne qui est, essentiellement, personne qui est capable d'y répondre mieux en ayant vu la vidéo ou pas. Donc, c'est un bon check. On va comprendre que voir les deux vidéos, il n'y a aucune différence, c'est supplémentaire en accent. Donc, dans ce cas-ci, si vous regardez les deux premières colonnes, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée vraiment d'avoir vu la deuxième slide additionnelle parce qu'on compare le 14 % au groupe de contrôle. Exactement. Donc, ce qu'on fait ensuite de ça, c'est qu'on passe un scénario fictif aux gens. Puis là, souvenez-vous qu'on a leurs revenus, on a beaucoup d'informations sur eux. Puis on leur dit, voici, disons que vous obtenez 1 000 $ qui tombent du ciel. Un crédit d'impôt que vous aviez oublié, non remboursable. Vous avez 1 000 $, puis on vous dit, vous devez obligatoirement l'investir dans un REER ou dans un CELI. On fait l'hypothèse que vous avez des droits de cotisation qui sont suffisants. Vous allez le retirer lorsque vous aurez 70 ans. Puis, je vais vous le montrer dans une minute, on vous donne des aides visuelles pour, bon, c'est quoi les taux marginaux d'imposition, qu'est-ce qui pourrait se passer avec ces dollars-là. On présente ce scénario-là 6 fois pour chacun des individus. Puis à chaque fois, on va modifier quelques petites informations parce qu'on essaye d'aller éliciter leur compréhension, disons, du choix optimal dans un domaine assez vaste. Donc, on va changer le rendement du portefeuille entre 2 et 5 %. Puis on va changer leur revenu de retraite selon qui est exactement ce qu'ils nous ont donné dans le sondage, donc 100 % de ce qu'ils croient recevoir plus tard, ou la moitié de ce qu'ils nous ont donné, donc on va aller réduire leur revenu de retraite anticipé, ou 2 fois plus que ce qu'ils nous ont donné. Puis à chaque fois, on va leur demander, dans cette situation-là, qu'est-ce que vous aimeriez mieux faire? Investir dans un REER ou dans un CELI? Ce qui est intéressant en variant ces paramètres-là, c'est que pour une personne, parfois le REER va être plus optimal dans une situation, parfois le CELI va être plus optimal dans une autre situation. Donc, on va être capable d'aller chercher des effets par individu. Donc, bon,
c'est peut-être un petit peu difficile à voir pour les gens au fond de la salle, mais ça ressemble un petit peu à ça, le scénario qu'on leur passe dans notre sondage. C'est-à-dire qu'on leur donne les informations sur voici quel est votre revenu aujourd'hui, voici quel est le revenu que vous pourriez anticiper avoir à la retraite. C'est un des paramètres qu'on varie selon le scénario qu'on leur montre. Et voici, autrement que ça, le supplément de revenu garanti auquel vous auriez droit, la pension de la sécurité de la vieillesse auquel vous auriez droit. Et voici un petit peu ce à quoi ressemblent les taux marginaux d'imposition pour différentes braquettes de revenus aujourd'hui et dans le futur. Donc, on leur donne cette information-là, puis on leur dit, ce 1 000 $-là, où souhaitez-vous le cotiser? Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces informations-là, l'individu devrait avoir tout pour faire le choix optimal. Donc, il y a un petit peu de calcul à faire. Il faut se demander, est-ce que je vais aller perdre la pension de la sécurité de la vieillesse? Est-ce que je vais aller perdre certaines choses? Mais essentiellement, ils ont tous les outils disponibles pour faire le choix optimal. Quand on va analyser leurs résultats, on va prendre deux points de référence, deux benchmarks, comme je vous ai dit un petit peu, selon que les individus pensent simplement en termes de taux marginal effectif maintenant et au moment du retrait, c'est notre règle de base, ou selon que les individus laissent peut-être leurs préférences intertemporelles et pour le risque affecter leurs décisions. Donc, pour être certain qu'on a tous les codes possibles, on compare avec ces deux benchmarks-là, puis on pourra voir dans les résultats dans quelques minutes que, essentiellement, ces deux benchmarks-là, ils sont équivalents, on trouve le même genre de résultats. Au final, on utilise encore une fois SimTax, qui est un calculateur fiscal, pour avoir l'incidence nette de tout ce scénario-là sur le revenu disponible des gens, donc pour aller vraiment chercher le taux marginal effectif d'imposition. Donc, voici encore une fois de quoi a l'air nos résultats dans l'étude. Donc, ici, j'ai les deux cas dont je vous ai parlé. Le premier cas, c'est la règle des taux marginaux. La règle du taux marginal. Si le taux marginal est plus élevé aujourd'hui, je cotise dans le REER. S'il est plus élevé dans le futur, je cotise dans le CELI. C'est nos résultats. Puis la deuxième partie du tableau ici que vous voyez, c'est dans le cas où les préférences jouent un rôle dans le choix optimal. Donc, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Encore une fois, le control average, c'est notre groupe contrôle. Notre groupe qui a reçu ni vidéo sur le REER et le CELI, ni vidéo sur la récupération fiscale. Encore une fois, si on regarde pour chacun des 6 scénarios qu'on leur a présentés, les gens, ils font environ la moitié du temps le bon choix. Encore une fois, c'est presque comme prendre un 25 sous, le lancer en l'air et dire REER, CELI, advienne que pourra, on va choisir un des deux. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont vu le vidéo sur la récupération fiscale, en particulier, eux, font nettement un meilleur choix. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a environ 13% de plus de gens qui font le bon choix, selon la règle des taux marginaux, dans le groupe de gens qui ont vu le vidéo avec la récupération fiscale. Donc, on peut penser que c'est des gens qui se sont rendus compte, peut-être que j'aurai de la récupération fiscale au moment du retrait, donc peut-être que ça serait optimal d'aller vers le CELI. C'est ce qu'on pourrait imaginer à la vue des résultats. Au niveau du vidéo qui explique simplement la différence entre REER et CELI, on a une amélioration un petit peu du choix des répondants. Donc, il semble qu'on améliore leur choix, mais il n'est pas aussi statistiquement significatif. Donc, ça veut dire pour nous, là, c'est difficile de savoir est-ce que vraiment on les a aidés ou est-ce que c'est dû au hasard. Si on regarde la deuxième partie de nos résultats, on trouve quelque chose qui est similaire lorsqu'on prend en compte leurs préférences personnelles. Encore une fois, le groupe de contrôle ne fait pas vraiment mieux qu'utiliser un 25 sous. Puis, nos deux groupes ici d'intervention font tout de même mieux. Puis, on se rend compte encore une fois que c'est surtout les gens qui ont vu la vidéo sur la récupération fiscale qui font de meilleurs choix que ceux qui ont vu simplement la vidéo sur le REER et le CELI. Donc, ici, on se rend compte qu'on est capable d'améliorer le choix de véhicule optimal. Ce qu'on veut savoir, c'est en termes de dollars,
combien est-ce qu'on fait épargner à ces gens-là. Donc, c'est beau de les envoyer dans le bon produit. L'autre chose qu'on peut faire, c'est reprendre les chiffres puis se dire, bien, en termes de dollars d'aujourd'hui, combien est-ce que ces gens-là, ils épargnent en faisant le choix optimal. Donc, pour faire ça, voici ce qu'on fait. On prend un modèle économique, puis on se dit, bien, quel est le bien-être des gens? C'est les équations mathématiques que j'ai survolées avec vous il y a quelques minutes. Puis on transforme ce bien-être-là en dollars d'aujourd'hui. Donc, pensez à une valeur actualisée des économies que j'aurais pu faire sur ces produits-là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en général, puis ici on parle de perte de bien-être, donc suivez-moi bien dans les explications, en général, une personne qui a vu ni un ni l'autre des vidéos perd 690 $ de bien-être en valeur d'aujourd'hui. Donc, je fais des erreurs. Pour une cotisation aujourd'hui de 1 000 $ sur peut-être 25 années, si je ramène ça en valeur d'aujourd'hui, c'est environ 700 $ d'erreurs que j'ai fait en cotisant dans le mauvais compte, en moyenne dans la population. Notre traitement, ce qu'il permet de faire, c'est réduire cette erreur-là de soit 200 $ dans le cas du vidéo sur la récupération fiscale ou d'environ, disons, 85 $ dans le cas où on a vu simplement le vidéo REER-CELI. Donc, c'est quand même des montants qui sont réels, substantiels. Imaginez ici que c'est une cotisation annuelle cette année, mais peut-être qu'on va cotiser à chaque année pendant de nombreuses années. Donc, c'est un 200 $ qu'on est capable d'aller épargner à ces gens-là en leur enseignant comment le produit fonctionne, puis en essayant de les pousser vers le produit optimal. Si vous voulez faire un calcul rapide, bon, 200 $, vous pouvez le comparer déjà aux 700 $. C'est presque un tiers des pertes qu'ils auraient pu faire en moyenne qu'on vient annuler. Puis vous pourriez calculer un rendement sur, disons, 25 ans pour un investissement de 1 000 $. Vous êtes capable de faire le calcul. Ça revient environ à, disons, 8 % sur une durée de 25 ans. Donc, pour une vidéo qui dure essentiellement 1 minute. Donc, il semblerait que le trade-off, le coût-bénéfice, est quand même intéressant. On peut aller un petit peu plus loin et se dire, bien, c'est qui les gens qui ont vraiment gagné par notre expérience? Puis on se rend compte que c'est les gens qui, autrement, auraient choisi le REER alors que le CELI était optimal. Donc, on a vraiment convaincu certaines personnes que peut-être le CELI pourrait être optimal dans leur situation. Puis on se rend compte ici, en brisant un petit peu les données, en creusant, que c'est ces gens-là qui sont les plus, qui bénéficient le plus de notre expérience. Donc, en conclusion, cette étude-là nous dit quoi? La première chose qu'elle nous dit, c'est que les gens ont une connaissance des CELI et des REER qui est quand même limitée. Il semblerait là, que quand on leur pose des questions de compréhension générale ou de choix de cotisation optimale, c'est presque comme s'ils le faisaient au hasard, comme s'ils prennent un 25 sous, puis qu'ils laissent le hasard les guider. On présente une brève intervention d'éducation financière à certaines personnes, puis on se rend compte que ça permet d'augmenter la qualité des choix de près de 10 % en une vidéo qui prend 1 minute ou 2. Finalement, pour nous, de façon économique, on se rend compte que de mesurer un résultat comme ça qui est non ambigu, qu'on est capable de clairement spécifier est-ce que ça c'est optimal versus un autre choix, ça devient important. Puis on se rend compte qu'il y a peut-être des bénéfices à faire ce genre d'éducation financière-là.